Donc, bienvenue tout le monde. Avant de commencer les présentations d'usage, donc je m'appelle Charles Cormier. Je suis le Chuck de Chuck & Co. Avec nous, Mélanie Desbiens, qui est notre responsable, l'organisatrice de l'événement avec nous. Et évidemment, on a notre invitée aujourd'hui, Hélène Sarah Bécotte, qui aide les entreprises avec les mathématiques, donc qui aide à accélérer, à optimiser les données avec les mathématiques. Donc, mais tu pourras en dire plus bientôt. Mais avant, pourquoi Hélène Sarah Bécotte dans une entrevue? C'est parce que, en fait, Hélène, je vais le dire publiquement, je suis tombé en amour avec ton blog et avec tes interventions, tes vidéos très punchées. Et effectivement, tu as réussi à me faire aimer les maths. Donc, Yes. avec tes interventions. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé de te contacter pour faire ça. Et nous, on travaille beaucoup dans l'information, dans la donnée. Donc, je trouvais que c'était un lien très naturel de faire l'entrevue aujourd'hui. Donc, c'est un peu pour ça qu'on t'a avec nous aujourd'hui. Et tu publies des vidéos sur YouTube, sur LinkedIn aussi. Tu as un blog hyper créatif. Et la première question que j'aurais pour toi, c'est, en fait, je vais te donner des exemples. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent à la loterie? Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher notre lunch ou de le faire commander par Uber? Donc, c'est ce type d'intervention-là que tu fais avec les mathématiques. Où est-ce que tu prends ton inspiration pour tes articles? C'est une bonne question. J'ai des grosses questions existentielles dans la vie. Souvent, en fait, c'est des trucs, des fois, qui ne sont pas tout à fait légaux. Je ne veux pas vendre mes punchs, il ne faut pas que je vende mes punchs. J'ai des vidéos qui s'en viennent, qui sont un peu là-dessus. Mais une que j'ai faite dernièrement, qui est est-ce que c'est rentable de rouler vite? Je suis vraiment contre la vitesse, OK? Je suis vraiment quelqu'un qui est très momoune sur la route. Je suis le genre de personne qui traverse aux intersections, OK? Fait que c'est vraiment pas pour l'appliquer dans ma vie courante, mais je me pose ces questions-là, tu sais. Si tu ne te fais pas pogner, est-ce que vraiment le temps que tu gagnes, si tu avais à être payé en roulant plus vite, est-ce que ça coûte moins cher que l'essence que tu brûles de plus? On dirait que c'est juste, j'ai besoin de savoir ces trucs-là. Fait que mon inspiration, c'est juste des questions existentielles sur des trucs qui m'entourent, puis j'ai besoin de le quantifier, pas pour l'appliquer, vraiment juste parce que j'ai ce besoin-là fondamental de le savoir. Et tu as un besoin aussi parce que faire des vidéos et tout ça, c'est quand même un effort. Là. Donc, Ouais. quand tu as fait la simulation pour la loterie, ben, c'est quand même un modèle qu'il faut que tu ailles chercher et tout ça. Donc, c'est quand Ouais. même un C'est du travail. travail. Effectivement, Ouais. ça se fait pas sur le coin d'une table. Là. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton travail, en fait? On va revenir un peu en arrière. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hélène Sarah? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bien, ce que je fais dans la vie, ça inclut en fait ces vidéos-là. J'aime dire que ce que je fais, c'est de traduire la vie en équations mathématiques. C'est ce que je fais dans mes vidéos parce que c'est littéralement ça. Je prends une situation de la vie de tous les jours puis j'essaie de voir c'est quelles équations qui pourraient répondre à ma question. Mais c'est aussi l'approche que je vais avoir en entreprise. Puis dans ces deux trucs-là, si je reprends mes vidéos, bien, c'est beaucoup axé autour de la prise de décision. Fait qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma meilleure prochaine action? De quelle façon je peux comparer des choses? Est-ce que je suis capable d'avoir plus d'informations sur une certaine décision juste pour, c'est ça, être plus en mesure éventuellement de prendre des bonnes décisions? Fait que c'est ça que je fais. Puis évidemment, décision, c'est assez vaste, là. On est d'accord là-dessus. Fait que, tu sais, souvent, les types de projets que j'ai vont quand même se ressembler un peu. Ça peut être de, par exemple, faire un score pour nous indiquer, un score ou un KPI. Là, ça Ouais. reste un indicateur qui nous permet de savoir un peu comment moduler nos actions en ce moment pour atteindre nos objectifs. Ça peut être littéralement de lister c'est quoi la meilleure prochaine action qu'on doit faire. Puis, tu sais, en arrière de ça, il y a des algorithmes. Mais un algorithme, c'est quoi? C'est une suite logique de trucs. Puis, dans certains cas, il y a des équations aussi. Fait que dans le fond, c'est vraiment de prendre une situation d'affaires et de la décortiquer en composantes, de lier ces composantes-là ensemble par des équations mathématiques pour nous permettre d'aller de l'avant et d'atteindre nos objectifs. C'est excellent. Et
Mais il y a un élément quand même, quand on a fait nos recherches, on a écouté, on a lu sur toi, donc, et tu as déjà dit, je veux traduire la vie en équations mathématiques, Ouais. mais tu as aussi dit en même temps, ben, les maths, c'est la chose la plus inutile à ma vie. Donc, Ah j'aimerais ça que ouais! tu m'en dises un peu plus, en fait. Ouais, vraiment, c'est une super bonne question. Puis je pense que ça explique aussi pourquoi je prends beaucoup de mon temps à faire mes vidéos. Parce que tu l'as dit tantôt, tu sais, c'est bien beau se poser ces questions-là, mais tu prends le temps de faire des vidéos, puis c'est quand même engageant. Tu sais, pourquoi tu vas jusque-là? Parce que je n'ai pas toujours aimé les maths. Parce que au cégep, très spécifiquement, je disais à tout le monde, et ma mère m'en tient rigueur très souvent, que les maths, c'était la chose la plus inutile à ma vie. Puis volontairement, je n'ai pas étudié certains examens de maths parce que je trouvais que c'était une perte de temps, parce que d'apprendre des formules mathématiques par cœur, je trouvais que ça n'avait aucune valeur ajoutée à ma vie. Parce qu'à l'époque, en fait, puis je pense que c'est une grosse critique, je vais me lancer un petit peu dans le politique en ce moment, mais c'est une grosse critique que j'ai à faire au système d'éducation, c'est qu'on ne le met pas en contexte. Si tu es capable d'aiguiller les étudiants sur des cas concrets d'utilisation, de dire « Hey, si tu as tel job plus tard, si tu as telle affaire plus tard, ou même dans ton quotidien », c'est là où ça renforce un peu mes vidéos, dans ton quotidien, de quelle façon les maths peuvent t'aider à prendre des meilleures décisions. Parce que les maths, ça peut servir à ça, entre autres. Puis j'ai seulement appris ça pendant mon bac. Tu sais, j'avais un cours où on optimisait les routes de camions. Puis chaque OK. route, c'est une équation. Fait que dans le fond, on fallait qu'on prenne une situation réelle puis qu'on trouve comment la décortiquer en équation tu sais, pour réussir à trouver la meilleure solution. Puis c'est là où j'ai réalisé, merde, les maths, c'est vraiment cool. Pourquoi je n'ai pas étudié avant? Ça me serait utile maintenant de le savoir. Fait que c'est ça, les maths, ça a déjà été la chose la plus inutile dans mon existence. OK, OK. Et tu t'es rendu jusqu'au doctorat? Oui, Au... c'est ça, j'ai voulu OK. rattraper le temps, hein, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est bon. Euh, et tu sais, pour faire un parallèle avec l'information, avec les documents, dans une entreprise, il y a beaucoup de choses qui sont qualitatives. Euh, et comment on réussit à rendre quelque chose quantitatif, en fait, quelque chose de qualitatif en quantitatif? Ouais, Comment quelque chose qui est abstrait, on est capable de le quantifier? ouais, c'est vraiment une très, très bonne question, ça. Mon Dieu, est-ce que j'aurais un point de départ pour répondre à ça? J'écoute, je vais reprendre mes vidéos comme ça parce que je pense que c'est les exemples les plus simples que je peux avoir. Un que j'ai fait, c'est sur la productivité. Fait combien de café tu dois boire quand dans la journée pour être le plus productif possible? La productivité, c'est quelque chose qui peut être quand même qualitatif. Par exemple, en entreprise, quand on quantifie la productivité, bien, ça va être sur les achievable. Fait qu'est-ce qu'on a fait? Fait qu'on traduit d'une certaine façon un concept qui est très qualitatif en quelque chose de quantitatif parce qu'on a décidé que la productivité, ça équivalait à une quantité de travail donnée. Ensuite de ça, par exemple, dans mes équations, j'ai décidé que la productivité, en fait, c'était atteint par un certain niveau en caféine. Fait que c'est vraiment des choix qui sont peut-être un peu arbitraires, mais basés dans ce cas-là sur des faits scientifiques. Donc, je suis capable de partir d'une situation qui est très qualitative. J'essaie de la décortiquer, voir c'est quoi qui l'influence. Puis en fonction de ça, bien, je suis capable d'aller mettre des valeurs là-dessus puis d'aller de l'avant avec ça. Fait que c'est vraiment un concept de situation qualitative, décortiquer, quantifier, puis aller de l'avant avec ça. Fait que ça reste tout le temps une simplification, on s'entend. C'est jamais ben je suis capable tout d'un coup de mettre un chiffre magique là-dessus. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment de prendre des décisions pour limiter le quali. OK. Parce qu'il y a quand même beaucoup de, tu sais, effectivement, tu sais, un peu comme nous, quand on travaille en gestion d'information, on se fait tout le temps demander, ben quantifie-moi la valeur, tu sais, retour sur investissement, Ouais, d'avoir une meilleure gestion d'information. ouais. Et on essaye de se lancer là-dedans, entre autres, comment on sauve du temps. Et là, c'est tout le temps quand on essaye de trouver plein de données. Et quand on les présente, souvent, ben, on se fait dire c'est pas réaliste, etc. Est-ce Mm. que tu as ça, toi, des fois, quand tu présentes Ouais, ton ouais, travail? vraiment, parce que on dirait que les gens comprennent pas. Ben, en tout cas, je vais pas le dire comme ça. Euh, surtout dans ton cas, là, tu m'as parlé de quantifier le retour sur investissement espéré d'une meilleure gestion de l'information. Bon.
Déjà, il y a la notion de espérer. OK? Fait qu'il y a le fait que ça va se passer dans le futur. Fait que nécessairement, c'est une prédiction que tu fais, puis le futur est incertain. Donc, n'importe quel chiffre que tu vas mettre là-dessus ne sera pas à 100% ce qui va arriver après. Fait que ça, c'est un élément de la réponse. L'autre chose, c'est que la vie est extrêmement complexe. Même quand tu es dans un projet comme, par exemple, installer une nouvelle machinerie, qui, en théorie, tu pourrais faire un calcul de retour sur investissement qui est plus spécifique, jamais tu vas arriver à ce chiffre-là non plus parce qu'il y a des impondérables. C'est quel être humain que tu vas mettre sur la machine? Est-ce qu'il va être vraiment capable d'utiliser la machine à 100%? On ne le sait pas. Fait que tu fais tout le temps des hypothèses, tu sais. Fait que dans le fond, ce que tu fais en estimant ton retour espéré, c'est que tu essaies du mieux que tu peux de justement diviser ton problème par petits blocs, d'allouer un chiffre pour être capable de savoir si oui ou non ça va être rentable pour toi ou pas après. Fait que tu sais, ça ne sera jamais un calcul parfait, puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement... C'est quand même une notion abstraite, puis je pense que c'est là où c'est pas tout le monde qui comprend de prime abord qu'une estimation de retour sur investissement, c'est un guide. Donc non, ça ne sera jamais parfait, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Effectivement. Et il va y avoir un aspect optimiste Oui, et une réponse pessimiste, en fait. exact. Puis souvent, la réponse va se trouver en plein milieu, en quelque part, Oui, si on oui, fait bien les choses. Justement, s'il y a le bon être humain qui manipule l'information, qui manipule la machine, etc. Jusqu'à exact. temps, est-ce que la machine brise? Est-ce que sur garantie, hors garantie? Est-ce que ça prend du temps avant de la remplacer, etc. Donc, il y Oui, a c'est plein de... ça. Puis, tu sais, mettons dans votre cas, là, je te lance un peu la balle là-dessus. Tu sais, quand même que vous faites une structure d'information qui est vraiment parfaite puis que vous donnez tous les outils à votre client, que vous faites la formation pour intégrer les bonnes pratiques, puis down the road, si les êtres humains dans l'organisation n'utilisent pas leur plein potentiel ou continuent de copier-coller des affaires sur Word, sur leur bureau, puis pas de le remettre en synchronisation avec le reste, jamais le retour sur investissement va être atteint. T'sais. Non, et puis c'est tout le temps là où, tu sais, en gestion d'information, je pense que c'est l'automatisation est un aspect important où le moins possible où l'être humain a à intervenir, c'est le mieux. Surtout quand Mm. on est dans un monde de conformité. Il ne faut pas laisser la conformité. Tu sais, l'être humain, ou ce que je m'en rends compte, là, il s'en fout de la conformité. Puis Mm. ça, c'est quelque chose avec lequel on doit jouer. Donc, on doit mettre des automatismes pour être capable d'y arriver. Donc, ça, Ouais. c'est un des éléments, je pense, un des facteurs de réussite pour mettre en place un outil de gestion documentaire. Là. Donc, effectivement, là, et puis un autre exemple, on parlait avant d'entrer en ondes là, sur la gestion d'entreprise. À quel moment, en fait, on est capable de calculer qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un d'autre pour déléguer? Quand t'en peux plus. En fait, idéalement, c'est avant que t'en peux plus. C'est ça, justement, on est en train d'en discuter avant. Mon Dieu, et là, il y a tellement, on peut s'étendre longuement sur la question. Tu sais, si j'étais une personne sage, je dirais, dès que tu es à 50% de ta capacité, tu devrais planifier qui tu devrais embaucher puis commencer à être dans le processus. Parce que je pense qu'autant toi que moi, à un moment donné, on se rend compte qu'on a les deux mains pleines, puis en tant que dirigeant d'entreprise, tu es lié partout. Il faut que tu continues de faire opérer ta business. Puis rentrer quelqu'un, nécessairement, ça fait diminuer ta capacité de production. Fait que si tu es déjà à full, tu peux pas le gérer. Fait que, je pense que c'est important de le planifier d'avance. Puis je suis pas une spécialiste RH. Hein. Moi, la seule affaire Non, que je non, c'est fais, sûr. c'est de quantifier des choses. Mais un exercice que je suis d'ailleurs en train de faire en ce moment, c'est, je pense que ça va être ma conclusion de l'ensemble de la conversation, c'est de diviser par. Fait que j'essaye de vraiment identifier toutes les petites tâches que je fais, chaque heure approximativement que je peux passer sur chaque tâche dans un mois, puis vraiment me demander est-ce que cette tâche-là, je pourrais soit l'automatiser, soit la déléguer, combien ça me coûterait de le déléguer, puis de juste y aller petite étape par petite étape, puis dispatch chaque tâche progressivement. Là. OK. Je veux juste dire un petit mot aux gens qui Oui. nous écoutent. On a oublié de le dire au début, mais n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez des questions pour Hélène Sarah, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de Q&A ou bien dans le chat. Voilà, c'était ma petite intervention. Excusez.
Effectivement, et on va essayer de poser certaines questions, ou toutes les questions si on a le temps, là. Mais selon mon expérience, on n'a jamais le temps de répondre à toutes les questions quand on fait des webinaires, mais Ouais. on va essayer d'y répondre le plus possible. Euh, Selon toi, tu sais, avec les clients avec lesquels tu travailles, là, est-ce que optimiser les décisions, optimiser la gestion des données, c'est une priorité? Est-ce que c'est une priorité? Euh, la priorité, c'est toujours les objectifs d'affaires. Après ça, tout ce qui vient après, ça reste des outils pour l'atteindre. Tu sais, ça dépend, comment dire? Si les données deviennent un goulot d'étranglement qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, oui, les données sont importantes. Je ne pense pas que les données doivent être la priorité de toutes les entreprises. Je pense que ça y va progressivement. Puis si je peux faire un parallèle avec justement la conversation qu'on a eue au départ, ça dépend d'où on en est rendu dans l'entreprise avec notre croissance. Tu sais, tes besoins en données quand tu es 1 ou 2 employés, tes besoins en données quand tu es 50 employés, quand tu es 100 employés, il varie énormément. De la même façon que la gestion de l'information va varier. Quand on est 1 ou 2 ou 3, une petite équipe, ben, les données, c'est quoi? Si tu es une entreprise en service, surtout, ben, ça va être les données de tes clients potentiels, les données de tes clients actuels. Peut-être que tu as des données sur tes processus internes. Puis par là, je veux dire, ben, combien de temps ça me prend à réaliser un mandat? Combien de temps, je ne sais pas moi, quelle tâche je réalise? Il y a plein de petits éléments de réponse ici. Puis, tu sais, les données sont importantes dans le sens où elles t'aident à aller de l'avant puis à prendre des meilleures décisions. OK? Fait que tu n'as pas besoin du jour au lendemain de te créer des grosses bases de données si tu es 1 ou 2. On s'entend. On s'entend là-dessus, là. C'est ça. Par contre, plus que tu as d'afflux d'informations potentielles qui est importante. Fait que, par exemple, une équipe de 10, mais qui aurait un commerce en ligne avec des produits qui sont peu dispendieux, donc qui aurait un fort volume de données, à ce moment-là, la gestion des données, ça devient important. Pourquoi? Parce que d'avoir de l'information sur ses clients, potentiels, actuels et passés, bien, ça te permet de prendre des décisions au niveau de tes ventes, au niveau de la relance de tes clients qui peuvent équivaloir rapidement de l'argent. Fait que c'est là que je dis que ça dépend vraiment de tes objectifs d'affaires. Puis après ça, ça dépend de la fréquence de tes processus ou de la fréquence d'afflux potentiel de données. Puis je ferai un peu le parallèle en gestion d'information. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que nous, en gestion d'information, souvent, quand on déploie une solution, bon, on manque de données sur les utilisateurs, puis c'est le même principe. Donc, si on est capable d'avoir des données sur les utilisateurs, bon, on est capable d'offrir une expérience personnalisée pour la gestion d'information. Ben, les gestionnaires, ils vont plus gérer leurs courriels, donc l'information de leur courriel, tandis qu'il y en a d'autres qui vont faire telle autre tâche, tel autre processus. Donc, ça nous permet de segmenter notre clientèle, entre guillemets, ou les utilisateurs du système. Donc, c'est vraiment, je pense, les données nous permettent de faire ça, mais si on n'a pas de données fiables ou de données de qualité, c'est difficile d'être capable de prendre une bonne décision, là. Oui, vraiment. Puis une donnée, comment, tu sais, avoir des données de qualité, est-ce que, en fait, je vais poser la question autrement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer chez un client et de voir que c'était difficile de mettre en place quelque chose parce que les données n'étaient pas de qualité? Ben, en fait, la majorité de mes clients n'ont pas de données. Hein, fait OK, que bon. ça simplifie un petit peu le problème. C'est ça. En fait, ça a un petit peu été mon expertise. Je n'ai pas le choix de parler beaucoup de données souvent parce que nécessairement, les données font partie de mon univers. Mais généralement, moi, je vais travailler sur des projets qui en ont peu ou pas. Fait que, tu sais, oui, c'est une réalité dans laquelle je suis. De là à dire, est-ce que j'ai déjà eu des clients qui avaient des données, beaucoup de données, mais peu de qualité? Non, parce que justement, c'est pas, je ne traite pas nécessairement des très, très grosses données comme ça en continu. Mais c'est possible de faire des choses quand même dans ce temps-là. Fait que je pense que c'est peut-être ça le point que je vais amener. Quand on n'a pas de données, il y a quand même moyen d'aller chercher de l'intelligence et de l'information.
au départ qualitatif, puis OK. ensuite de mettre une structure de bonnes données, là. OK, dans le fond, on prévoit en amont comment on va collecter, puis comment on va l'organiser, puis comment on va la gérer, en fait, là. Exactement. Ou même tu sais, de créer une structure qui alimente l'intelligence au fur et à mesure avec des bonnes données. Ça a l'air un petit peu flou ce que je dis comme ça, mais par exemple, quand tu crées un dashboard, OK? Quand tu crées un dashboard pour t'indiquer, ben, je vais reprendre l'exemple des ventes parce que je pense que ça parle à la majorité des gens, là. Tu sais, par exemple, une entreprise qui n'aurait aucune vente en ce moment ou, par exemple, qui viendrait juste d'implémenter un CRM, donc qui n'aurait pas nécessairement de données, c'est pas pour autant que tu peux pas mettre en place un dashboard, OK? Parce que tu peux quand même savoir, en fonction de la structure de l'information qui est à venir, quelle intelligence tu seras en mesure de tirer. Donc, tu peux quand même créer la structure de tes graphiques, la structure de tes KPI, qui, eux, vont être générés éventuellement quand tes données vont arriver. Fait que c'est là où je dis qu'il y a quand même moyen de faire des choses en prévision de l'afflux de données. OK. Effectivement. Dans le fond, on prévoit, puis après ça, on met en place, puis après ça, ben, on est capable de l'ajuster. Si jamais on se Exact. rend compte qu'au début, ben, notre hypothèse de départ, on s'est gouré dans les tableaux de bord, ben, on est capable Ouais. d'ajuster. Donc, tu sais, c'est quand même des décisions, des micro-décisions qu'on est capable de faire pour ajuster les tableaux Ouais. de bord. Donc, pour que ce soit pour de la veille ou pour surveiller ce qui se passe dans notre entreprise, là. Oui, c'est ça. Euh, Puis ça nous permet aussi de ne pas avoir à attendre d'accumuler ces données-là. Fait que tu es capable d'aller chercher de la vitesse avant même d'avoir des bases de données remplies à craquer, là. exact, exact. Puis c'est là que la qualité va sortir. Tu as déjà dit que la solution parfaite n'existe pas Ouais, parce qu'il existe trop de contraintes. Tu sais, on en a parlé aussi des ouais. contraintes, là. Quelles sont les contraintes les plus courantes auxquelles les entrepreneurs font face? Tu sais, mettons, moi, je Hmm. voudrais améliorer mon entreprise avec les mathématiques, là. C'est quoi les Ouais. contraintes que je... Ben, la première, c'est le budget, là. On n'a pas un budget illimité. Fait que ça limite beaucoup de solutions souvent. Le temps aussi, parce que mettre en place une solution qui serait parfaite, c'est mettre en place une solution qui prendrait tous les petits aléas de notre quotidien, tous les petits aléas de la business, puis d'identifier ça, de les mettre en place dans un modèle mathématique, ça prend vraiment du temps. Non seulement ça, mais au niveau de la résolution du problème après, tu sais, quand tu construis un modèle d'optimisation, il y en a certains qui peuvent prendre, même par l'ordinateur le plus puissant en ce moment, ben, des siècles et des siècles avant d'être résolus. Fait que tu ne peux pas résoudre mathématiquement un problème quand il est trop compliqué. Yeah, c'est aussi simple que ça. Fait que la solution parfaite en ce sens n'existe pas. Fait que là, j'ai parlé du temps, du budget. L'autre chose, c'est les humains. Parce que même la solution mathématique la plus parfaite du monde, si elle ne correspond pas à ce que les humains vont faire, au niveau de maturité numérique de l'entreprise, ben, ça ne fonctionnera jamais. Fait que souvent, puis j'aime beaucoup parler de ça, mais pour moi, Excel, c'est un outil qui est fantastique. Excel, pour une entreprise qui serait peu mature numériquement, un petit modèle très simple de gestion des données. Pour certaines entreprises, c'est ça la meilleure solution. Ce n'est pas une solution parfaite parce qu'on coupe les coins ronds, parce que ça donne des résultats qui sont moins bons. Mais est-ce qu'ils sont vraiment moins bons si, dans le fond, ces résultats-là permettent à l'entreprise de prendre des décisions plus éclairées puis d'être pris par ses employés? Moi, je ne pense pas. Fait que la solution parfaite n'existe pas, mais des très bonnes solutions ou des solutions optimales. C'est ça. Et en fait, tu sais, ce que j'avais déjà vu en quelque part, c'est que, tu sais, si on a une solution parfaite qui est utilisée par personne, ça vaut rien. Donc, Exact. et entre autres, tu sais, si on a un CRM, ben, si l'entreprise n'est pas rendue là et que les gens, en fait, les employés, mais ne rentrent pas les données dans le CRM ou tu sais, dans un système de gestion documentaire, c'est la même affaire. Donc, on met les documents dans le système documentaire, mais si les gens ne les mettent pas à l'intérieur, ben, ça ne vaut rien. Dans le fond, on va Exact. reproduire les mêmes choses. Mm. Et avoir les données, ben, on est capable de savoir intelligemment comment s'en sortir. Et souvent, et là, me semble que ma question est très longue, la parenthèse, là, Vas-y! mais est-ce qu'on est capable de faire ressortir des émotions
avec les mathématiques. Et là, ce n'était pas une question qui était de Non, base, là, non, mais est-ce qu'on est capable de faire ressortir des émotions avec les des maths? émotions. Ben écoute, je vais contourner la question en disant, C'est bon. tu sais, parce que je vais contourner la question en name droppant le mot intelligence artificielle dans Gang. OK, on va L'intelligence name artificielle dropper. c'est ça, qui en arrière de ça, c'est juste des mathématiques. Puis on a le traitement automatique du langage et on a là-dedans l'analyse des sentiments. Fait qu'il y a des équations qui existent qui sont capables de déceler l'émotion des gens dans les données. Donc, c'est ma réponse très théorique et académique à ta question. OK, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Peut-être que je reviendrai tantôt. Tu sais, comme entrepreneur, moi, je suis quelqu'un qui est très instinctif. Donc, je prends des décisions, oui, basées sur les données, mais les données viennent justifier la décision que j'ai déjà prise. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois souvent? Bien, en fait, c'est quelque chose que je recommanderais peut-être. Avec une certaine nuance. En fait, tu sais, c'est ça, l'être humain, puis j'aime ça le dire comme ça, OK? L'être humain, notre cerveau a une capacité phénoménale à amalgamer de l'information. On ne le sait pas, là, mais notre cerveau, tout le temps, en ce moment, on est en train de capter de l'information, de l'enregistrer à quelque part. Puis notre cerveau, sa job, c'est de faire des liens entre cette information-là pour nous permettre de naviguer dans le quotidien par la suite. Par exemple, quand tu conduis pour retourner vers chez toi, souvent, je ne suis pas vous, là, mais tu te rends compte, voyons, je suis déjà arrivée à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Notre cerveau est capable de faire des choses par lui-même. Puis on s'entend que d'être capable de trouver c'est quoi le chemin, de s'arrêter à la lumière, c'est plein de micro-décisions qu'on fait des to-day, mais qu'on ne se rend pas nécessairement compte qu'on fait parce que c'est notre cerveau qui prend en charge tout ça. Donc, l'intuition, ça fait partie des conclusions que notre cerveau prend. Le problème avec ça, c'est que notre cerveau prend en compte énormément de choses. Si vous lisez une fake news, votre cerveau le prend quand même en compte. Si quelqu'un à côté de vous est en train de vous raconter « Ah, il y a telle affaire qui s'est passée à telle personne, conclusion, ça a été un succès ou ça a été un échec pour l'entreprise », bien, votre cerveau, il l'emmagasine. Puis, ce qui arrive des fois, c'est que notre cerveau fait des liens dans des choses qui ne sont pas nécessairement à notre avantage. Donc, notre intuition est bonne, mais c'est important de valider notre intuition, à mon avis. C'est là où les données viennent en appui à notre décision, à notre intuition, je veux dire. Parce que si tu le sais que ta décision, mettons, tu as le chiffre, là, tu l'as dit toi-même, moi, je suis très intuitif, puis je vais utiliser les données pour valider mon intuition. C'est excellent parce que comme ça, tu le sais que tu as pris des données, ton intuition est très probablement bonne parce que, je rappelle, le futur est incertain. Fait que les données, ce qu'ils nous donnent, c'est une prévision sur ce qui va arriver demain. Donc, selon les estimations, ta décision est bonne. Donc, parfait, tu y vas. Qu'est-ce qui arrive maintenant si ton intuition te dit une chose et les données te disent le contraire? Tu le sais. Ce que les données disent, c'est qu'il y a de très fortes chances que ta décision soit mauvaise. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, tu as le choix. Tu es informé sur ce que demain risque d'être. Tu le sais que ta décision risque d'être mauvaise. Donc, tu as le choix d'aller de l'avant avec ta décision, sachant qu'elle a été mauvaise, mais dans ce cas-là, au moins, tu vas être informé qu'il y a des risques. Donc, en tant qu'entrepreneur intuitif, tu es capable de mettre en place des filets de sécurité si jamais ça arrive. Ce que tu n'aurais pas nécessairement fait en suivant uniquement ton intuition. Parce que si tu as un red flag sur une décision, ben OK, ben je vais mettre ça. Fait que si jamais les données étaient vraies, au moins, ça va être moins pire que si j'avais rien fait. OK. Fait que c'est là où les données viennent vraiment en renfort. Puis j'aime dire, tu sais, quand je parle de décision, quand je parle de données, l'expression qui, à mon avis, est la meilleure, c'est que c'est des outils d'aide à la décision. Ce n'est pas des outils décisionnels qui viennent remplacer l'être humain. Fait qu'on devrait les utiliser comme ça, en complément de notre intuition. Et c'est là la différence entre valider un instinct ou une intuition et justifier. Oui. Dans le fond, Tout à fait. on adapte les chiffres pour justifier la décision qu'on a prise, même si les chiffres, on les fait mentir, entre guillemets. Là. Mais en tout cas, puis pour qu'ils fitent avec notre décision. Ah ben finalement. ça, non, par exemple. Ça, je vais taper sur les doigts. OK. Je dis pas que je l'ai faite. Je dis pas que je l'ai faite. Ce qui m'amène à une autre question. Dirais-tu que tu es cordonnière mal chaussée en termes de données?
Est-ce que je suis cordonnière mal chaussée? Hmm. Je me pose beaucoup la question. J'essaie vraiment fort de faire du travail d'amélioration continue. En ce moment, je pourrais probablement utiliser plus de données que ce que j'utilise en ce moment, mais je suis vraiment une forte adepte du minimalisme de données. Tu sais, je parlais plutôt du fait que pour moi, une entreprise, pour une certaine entreprise, un fichier Excel, c'est une solution qui est en masse. J'aime ça, en fait, pour chaque situation qui requiert des données, j'aime ça penser à c'est quoi l'option minimale qui est la plus effective. Fait qu'en fait, quand on parle de solution optimale, c'est celle qui va être la plus efficace pour le moins cher possible, si on veut. Il y a comme une espèce de point d'équilibre ici. Euh, donc, c'est un peu là où je me situe. Fait que de répondre à ça, je pense pas que je suis une cordonnière mal chaussée. Je pense que j'essaie du mieux que je peux de polir mes souliers. Mais est-ce qu'en réalité, je le suis ou pas? C'est vraiment difficile de se regarder le nombril puis d'évaluer si on practice what we preach. OK. C'est bon. Et toi, Charles? Ah, ben moi, en gestion d'information électronique, je pense que c'est là où j'ai ma force pour gérer les documents. Par contre, il y aurait tout le temps de la place à amélioration pour utiliser les outils, par exemple, de gestion, de versionning de documents, de partage d'informations et tout ça. Il y a tout le temps moyen de s'améliorer. Mais papier, c'est une autre histoire. Si je pointais ma caméra sur mon bureau, je ferais honte à l'entièreté de la profession, je pense. Donc, je ne le ferai pas. Et on va couper ce bout-là au montage. Parfait. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'électronique, il y a des nouveaux paradigmes qui arrivent. Donc, on n'est plus obligé d'avoir une structure hiérarchique de dossiers comme on faisait avec le papier. Il y a beaucoup de recherches. Les métadonnées, on les utilise beaucoup. Donc, ça vient vraiment appuyer la gestion d'information. Et j'utilise beaucoup ça maintenant pour faire la recherche, le repérage. Donc, même si je me suis trompé, je n'ai pas mis le document à bonne place, bien, pas grave, je vais le retrouver. Donc, pas mal plus facile que quand tu cherches dans des dossiers papier avec des petites étiquettes. Là. Exactement. Si tu perds un document dans 50 boîtes de dossiers, bonne chance pour le retrouver. Il faut que tu passes à travers les 50 boîtes. Mais si tu perds un document en numérique, il n'y a pas ce problème-là. Tu tapes l'information dans la barre de recherche et probablement que tu vas le trouver plus facilement. Si tu ne le trouves pas, il y a d'autres trucs. Là. Mais c'est ça. Mais il y a des comportements qui doivent être présents. Entre autres, si tu as des documents qui ne sont pas indexés, j'ai déjà vu un document qui s'appelait pdf.pdf et c'était une image. Ça c'était. Fait que ça, c'est difficile d'exploiter les données de ce point de vue-là. Puis, à ta connaissance, est-ce qu'il existe justement des solutions pour exploiter les données qui sont dans les documents? Parce que j'imagine que quand on a des bases de données, c'est pour les données structurées. Oui. Mais quand on veut gérer ou exploiter les données non structurées, est-ce que tu as des pistes? Bien, dans les documents, il y a je vais encore name-dropper l'intelligence artificielle ici. Oui. Il y a le traitement automatique du langage qui existe. À savoir s'il y a spécifiquement des solutions existantes qu'on peut installer sur son ordinateur pour faciliter la gestion. Là-dessus, je ne m'y connais pas assez pour être honnête. Par contre, il y a vraiment des belles avancées qui se font là-dedans. Par exemple, c'est possible de prendre le contenu d'un document, puis avec un modèle en traitement automatique du langage, de faire un résumé automatiquement. Donc, en ce sens-là, les possibilités pour mieux gérer les documents puis structurer cette information-là qui est quand même dense. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment là-dessus. Là. Fait que je dirais que c'est un travail en continu, work in progress. Effectivement. Puis ça, je pense que on voit dans l'intelligence artificielle, dans les solutions comme les solutions Microsoft ou d'autres solutions qui existent, Google, j'imagine qu'ils doivent avoir quelque chose de similaire, mais les grands sont capables d'investir quand même beaucoup d'argent là-dedans, donc ils sont capables d'aller plus loin pour mieux exploiter les données ou les documents, en fait, dans ce sens-là. Ce qui m'amène à une question. C'est pas toutes les données ou l'information qui a la même valeur
Comment, d'après toi, on fait pour évaluer la valeur de l'information, dire que ces données-là sont plus importantes, on doit les protéger, on doit les conserver. Ouais. Il faut mettre des protections pour ne pas les supprimer, sinon on perd toute Est-ce que tu as déjà fait des travaux dans ce sens-là? C'est vraiment une bonne question. Oui, je suis vraiment tannante à revenir là-dessus, mais ça part des objectifs d'affaires. Tu Ouais. sais, l'idée selon laquelle il faut juste que tu captures 100% des données de ton entreprise, à mon avis, ce n'est pas une bonne approche. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, ça demande de l'infrastructure, ça demande de la maintenance. Donc là, ta question de prioriser quelle information devient essentielle. Mais ça s'aligne sur ton objectif d'affaires. Quand tu es rendu à te poser cette question-là, c'est que ça te prend une stratégie de données aussi. Ta stratégie de données qui va la main dans la main avec ta stratégie numérique, donc aussi ta gestion de documentation. Tu as besoin de savoir pour faire fonctionner ton entreprise, pour avoir un maximum de résultats, en fait, de quelle façon je veux exploiter mes données. Puis, en fait, c'est plus que ça, c'est vraiment de partir, tu sais, objectif d'affaires. En fait, c'est quoi qui peut m'aider à atteindre mon objectif d'affaires? Puis tu peux faire cet exercice-là à court terme, à moyen terme, à long terme. Puis après ça, c'est quoi les éléments qui en dépendent? Puis là, tu es capable d'identifier vraiment, justement, les éléments de tes données qui vont être prioritaires ou peut-être que tu peux découvrir lesquels sont à prioriser ou lesquels je peux peut-être cesser d'utiliser parce qu'à terme, il n'y aura pas de valeur ajoutée là-dedans. En fait, c'est important, quand tu es rendu à te poser ces questions-là, de vraiment faire une planification stratégique de tes données pour être capable aussi de les exploiter. Parce que des données qui font juste dormir dans tes fonds de tiroir, ça ne servira pas à grand-chose. Tu sais, la réalité bouge extrêmement vite en ce moment. Est-ce que tu peux vraiment voir de la valeur ajoutée sur des données qui ont 10 ans? Je ne sais pas, tu sais, ça peut dépendre de ton industrie. Fait que ça vaut la peine monétairement de vraiment regarder en ce moment, c'est qu'est-ce qui peut m'apporter le plus de valeur et donner ton focus là-dessus. Mais, tu sais, en parlant à un archiviste, tu sais, les données qui ont 10 ans, c'est sûr qu'ils n'ont pas toutes la même valeur, mais techniquement, pour une valeur historique, justement, de l'histoire de l'entreprise, en parlant à un archiviste, je pense oui, il y a de la valeur, mais ça dépend tout le temps lesquels. Donc, comme nous, comme archivistes, souvent on fait face à des gens qui conservent tout ou qui détruisent tout, donc en document. Donc, en termes de données, c'est la même chose. Donc, à travers le temps, il y a des données qui ont une valeur légale, on doit les conserver, donc ils ont une valeur d'exploitation, si on va dire ça comme ça. Donc, on va les conserver pour justement prendre des meilleures décisions. Mais entre autres, puis les données nominatives, donc nécessairement, ça, je pense que c'est l'élément en termes de protection des données qui est de plus en plus important. Donc, ils n'ont pas toute la même valeur, effectivement. Donc, excellente réponse. Donc, l'objectif, en fait, tu as déjà dit encore, on a fait beaucoup de recherches sur des choses que tu as... J'adore me faire citer. Oui. L'objectif, puis tu me diras si jamais on s'est trompé. Donc, l'objectif d'une métrique, c'est de t'aider à prendre une meilleure décision. Donc, ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Et là, ma blonde m'aide aussi à prendre les meilleures décisions au quotidien. Donc, supposons que je voudrais savoir si c'est mieux d'utiliser les maths ou de faire confiance à ma blonde. Comment faire le calcul? C'est une excellente question, celle-là. Et là, je fais salut à Mélanie. Donc, c'est une très bonne question. Bon, c'est sûr que je ne veux pas trop rentrer dans les discussions de couple. Hein? De couple, oui. Et je vais peut-être ricocher sur ce que j'ai déjà dit sur notre capacité à prendre des bonnes décisions, sur notre cerveau, sur la capacité de notre cerveau à interpréter l'information. Il y a quand même des très fortes chances que ce que ta blonde te dit, c'est pas pire. Hein? On va se le dire, des très bonnes chances. Ma blonde a tout le temps de bons conseils. Bon. Fait que peut-être que dans ce cas-là, de la même façon, tu prends tes données en backup. Fais-toi-en pas, ça va être généralement bon. Peut-être que si les données vont dans une autre direction, ça vaut la peine d'argumenter un petit peu. C'est une très bonne réponse. J'aime bien les ricochets. Je pense que je vais m'en servir la prochaine fois que je fais un webinaire moi-même. Excellent. Donc, et si jamais... Hein? Que fais-tu concrètement dans ce cas-là, toi? Pour prendre les meilleures décisions, oui. en fait, comment dire?
Hey, là, je patine, je vais faire un ricochet. Non, non, C'est je déconne. parfait. En fait, c'est tout le temps un mix des deux. Donc, en fait, j'ai mes données, j'ai mes maths, j'ai mon instinct et j'ai les conseils. En fait, il y a Mélanie, mais il y a l'ensemble des gens qui m'entourent dans l'organisation aussi qui m'appuient dans les décisions. Donc, je fais tout le temps un mix Parfait. de plusieurs choses. Et ça arrive des fois que je suis têtu et quelqu'un m'a déjà dit, tu sais, en fait, j'ai déjà dit à quelqu'un, non, non, je ne te demande pas ton avis, je t'informe de ma décision. Donc, tu sais, ça arrive des fois aussi que je dis des choses comme ça. Donc, mais souvent, c'est un mix entre l'instinct, entre les données, puis entre la vie des autres. Mm. Parce que des fois, les données, il n'y en a pas. Fait qu'il faut Exact. juste se baquer sur, tu sais, d'un autre point de vue, d'être humain à être humain, Mm. comment on est capable de prendre la meilleure décision et c'est quoi les risques humains qui peuvent arriver, la Ouais. gestion de changement, des fois, oui, c'est calculable, mais parfois, comment les gens vont gérer l'anxiété quand il y a un changement qui arrive. Mm. Nous, c'est beaucoup ça qu'on a à gérer, même Ouais, on implante des systèmes de gestion d'information, mais c'est beaucoup l'humain qu'on gère. tout à fait. Donc, et ça, c'est difficilement calculable parce qu'on ne sait pas quel être humain on a en face de nous. Mm. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est un mix de tout, là. Puis des Mm. fois, Mélanie, je vais prendre son avis, souvent, et d'autres fois, je vais l'ignorer, ou pas l'ignorer, mais en tout cas, je vais passer outre parce que ma décision, L'informer de ta décision. l'informer de ma décision. Donc, ça va dépendre beaucoup du contexte, en fait. Excellent. Et si quelqu'un voulait commencer aujourd'hui à utiliser ces données pour optimiser ses décisions, prendre de meilleures décisions, tu les conseillerais comment? Ce serait quoi les premières étapes? Commencer par un check-up stratégique. Fait que moi, ce que j'aime faire, surtout quand on veut exploiter ses décisions pour augmenter le potentiel à l'interne, là, fait que vraiment être capable d'amener son entreprise un step plus loin, bien, ça commence par un genre de diagnostic, là, d'être capable de voir c'est où je me situe en ce moment, classique. C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes goulots d'étranglement en ce moment? C'est quoi mes processus internes? D'essayer d'identifier comme ça, en fait, c'est quoi le portrait actuel, peut-être les challenges à l'externe. Puis de cette façon-là, après avoir fait ce portrait-là, tu es capable d'identifier clairement c'est quoi les pistes d'amélioration qui sont les plus simples à court terme, les plus payantes à long terme, puis de te faire un calendrier, en fait. Ça revient vraiment à une planification stratégique de ce qu'il y a à mettre en place pour gagner de la valeur. Ouais. Puis, quelque chose relié aux données et la stratégie, les objectifs stratégiques de l'organisation. Oui, Donc, vraiment. tout doit être coordonné ensemble, tout doit aller dans la même direction. Oui, puis je rajouterais en fait ici, pour peut-être faire écho à une question que tu as posée précédemment, plusieurs entreprises ont la mauvaise habitude de dire « Hey, moi, j'ai plein de données. Hey, entreprise qui les exploite, dis-moi qu'est-ce que je peux faire avec. » Ce qui risque d'arriver avec ça, c'est que, un, ton projet va peut-être échouer. Deux, ton projet ne servira pas ton objectif d'affaires. Donc, conclusion, tu vas avoir dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne sert pas ton entreprise. C'est préférable d'aller vers un projet qui est plus simple, qui n'est peut-être pas ce que tu pensais, mais qui va clairement soulager ton boulot d'étranglement puis servir tes objectifs plutôt que de juste chercher à exploiter la mine d'or qui a été donnée. Ça, en fait, ça va enlever, qu'est-ce qui peut enlever une épine du pied à l'entreprise qui va arrêter de faire mal pour qu'on puisse marcher plus loin. Exact. Puis, un peu, puis là, l'exemple que j'ai en tête, je pense que c'est un exemple que tu as déjà donné par rapport à quelqu'un qui utilise une pépine. Il peut utiliser une pépine pour utiliser une pépine, mais habituellement, on essaie de construire quelque chose. Donc, souvent, on va avoir l'objectif, on a un building à construire, c'est des tours à bureau ces temps-ci, donc on va construire une tour à bureau. On sait à quoi va servir la pépine, le ciment, etc. Donc, il faut avoir l'objectif en tête, il faut avoir des plans et être capable de s'adapter. Parce que le plan qu'on va avoir de base est X, Y, Z, mais ça se peut qu'on ait oublié des bouches de ventilation, des portes. Donc, il va y avoir un plan tel que construit à la fin, si on prend l'exemple de la construction. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi qu'il faut adapter. Dans les deux cas, on a un plan de base, mais il faut l'adapter en continu, comme nos objectifs d'affaires. Donc, excellent. Donc, Mélanie, est-ce que il y a des questions de ton côté? Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions pour Hélène Sarah. Pour l'instant,
euh, on a un petit commentaire de Nathalie qui disait les opérateurs booléens servent au repérage de l'information en sens de l'information. Mais si vous avez des questions directement pour Hélène Sarah, c'est le moment de les écrire. C'est bon. Mais puis pendant que les gens ont la chance d'écrire, c'est quoi les prochaines étapes, les prochaines vidéos? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? C'est une bonne question. Je peux donner une piste. Il y a quelque chose d'illégal qui s'en vient. Oh my God. OK. Je pense que c'est mes sujets préférés, quantifier l'illégalité. Ensuite, j'en ai un autre très intéressant qui me vient d'un commentaire de ma communauté. OK, OK, c'est bon. Donc, excellent. Puis si vous voulez suivre Hélène Sarah, en fait, elle est très active sur LinkedIn, sur YouTube, sur son blog. Et sur Facebook. Et sur Facebook aussi. Donc, moi, je suis moins sur Facebook. C'est pas, je suis plus un être de LinkedIn. Rémi a une question. Donc, vous avez parlé des meilleurs moments pour embaucher. Donc, la question de notre départ, 50% de capacitateur. Comment savoir comment on est rendu à 50%, en fait? Comment on est rendu... C'est super intéressant. Je pense que c'est quand même une question personnelle, là. Moi, je le sais, le nombre d'heures que je veux travailler dans ma journée. Je connais mon budget, je me fie sur mes prévisions financières. Fait que ma réponse vient en considérant l'ensemble de ces éléments-là. Si en ce moment, je suis, par exemple, tu sais, je le sais que je peux merger toutes mes activités dans 50% des heures maximales que je me suis fixée pour travailler dans une semaine, parce qu'on s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de faire ça. Hein? Certains ont tendance à travailler 50, 60, 70 heures. Moi, je me suis fixée une borne maximale. Puis quand je sais que je dépasse de ça, ben, c'est le temps de commencer ma planification stratégique pour les embauches. Puis on s'entend que ça bouge dans le temps, là, fait qu'au fur et à mesure que je m'approche, je vais identifier les tâches que je peux déléguer, pour lesquelles je peux, par exemple, engager des sous-traitants. Tu sais, des petites tâches, comme on parlait de comptabilité, c'est le genre de choses que j'ai rapidement juste enlevé de ma cour parce que c'était plus facilement délégable. Donc, j'essaie de faire un travail comme ça de ménage assez régulièrement quand je m'approche de cette ligne-là. Parce que la planification stratégique prend du temps aussi. Faire du onboarding, ça prend du temps. Fait que si tu veux, justement, ne pas te ramasser à travailler 1000 heures par semaine, bon, c'est peut-être une exagération, mais... Et c'est ça. Et en tant qu'entrepreneur, tout dépendamment la grosseur de l'entreprise, il y a beaucoup de tâches. On est à 50% de capacité, mettons, pour les mandats clients. Par contre, les autres tâches qui embarquent, développement d'affaires, il faut calculer ce temps-là aussi. Ouais. Et souvent, dans mon cas, c'est le temps que j'ai de la misère à calculer. Puis ça peut aller jusqu'à 30-40% aussi de notre tâche. Donc, des fois, c'est difficile. Et c'est difficile un peu comme le cash flow, de prévoir le cash flow sur plus que, par exemple, 8 à 12 semaines, par exemple. Donc, est-ce qu'on est capable de savoir, si actuellement on est à 50%, est-ce que dans un mois, on va être rendu à 100%? Puis là, est-ce que la nouvelle personne qu'on embauche, est-ce que finalement, elle va être de trop? Une Donc, très bonne question, ça. fait qu'en tout cas, moi, il n'y a pas de réponse, je pense, à ça parce que c'est difficilement calculable. Là. Ouais. Là, un an, on ne savait pas qu'il y aurait la pandémie, puis il y a plein de choses comme ça qui est non prévisible. Puis si on a un creux parce que X, Y, Z, les gens n'embauchent plus ou il y a un crash boursier ou peu importe, ben, la personne qu'on a embauchée, il va falloir faire d'autres actions ou trouver d'autres. Soit on laisse tomber la personne, pas qu'on laisse tomber, mais qu'on la met sur le back burner en attendant dans l'équipe et on lui trouve d'autres tâches à faire ou on doit couper, en fait. En tout cas, bref. C'est d'autres questions d'entrepreneurs qu'on doit avoir, mais c'est ça. Donc, excellent. Donc, je vois que c'était en fait la dernière question qu'on avait. À moi, Mélanie, qu'il y a d'autres choses. Oui, il y en a une qui vient de rentrer. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui. En fait, Hélène Comment... Sarah, on a encore le temps? Oui, on a encore le temps. Okay. Comment aiguilles-tu ton approche avec les compagnies entre être data minimaliste et capturer plus de données pour mieux exploiter les bénéfices de l'apprentissage machine? Mon Dieu, c'est une bonne question. En fait, je pense que dans mon approche minimaliste, ça inclut quand même
d'accumuler des données en vue d'eux. Dans mes réponses, j'ai mentionné l'idée de plan stratégique. Je suis vraiment contre l'idée d'accumuler des données pour accumuler des données quand tu n'as pas de projet spécifique en tête. Donc, si on vise à mettre en place de l'apprentissage machine chez le client, c'est parce que l'application est déjà identifiée. Donc, je ne veux pas construire des pipelines de données pour le client, lui faire emmagasiner des données si c'est juste pour le faire. Donc, dans l'approche minimaliste, c'est inclus d'accumuler les bonnes données en vue de faire des projets d'apprentissage machine si vraiment on a identifié d'abord que ça peut avoir une valeur ajoutée pour le client. Et j'ajouterais, quand on parle de données de renseignements personnels, l'utilité ou l'usage qu'on va en faire est essentiel. Et là, on a perdu Mélanie, je pense. L'usage, on doit savoir pourquoi on utilise les données et combien de temps on va les conserver, ces données-là. Donc, il y a ça qui est super important aussi. Là. Donc, excellent. Et une question de Lorraine, est-ce que tout est quantifiable? À mon avis, oui. Est-ce que tout est parfaitement quantifiable? Je ne pense pas. Pour donner un exemple, le bonheur, à mon avis, est quantifiable d'une certaine façon. Il existe notamment l'indice de bonheur universel ou quelque chose comme ça qui quantifie donc quelque chose qui est très qualitatif. Évidemment, quand on quantifie quelque chose de qualitatif, faut choisir qu'est-ce qu'on quantifie spécifiquement parce que le bonheur, ça peut être plein de choses. Ça peut être notre niveau de vie. Le bonheur, ça peut être la quantité de dopamine qu'il y a dans notre corps. Il y a plein de différents éléments qui se rattachent au bonheur et chacun de ces éléments-là peut être quantifiable. Il faut juste choisir lequel on choisit comme définition dans notre quantification. Exactement. Ça peut être le nombre d'actions illégales qu'on fait. Ça peut être... Donc, super. Hélène Sarah, un grand merci de ta participation. C'était vraiment très, très le fun. Surtout pour un vendredi midi, c'était parfait. Merci à Mélanie aussi qui est disparue de la rencontre. Ah, mais, qui est revenu. Excellent. Donc, merci beaucoup Mélanie. Merci beaucoup Hélène Sarah. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dans un prochain webinaire dans les prochaines semaines. Donc, merci à vous de l'invitation. Bye bye. Merci, bye bye.